Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 novembre 2023 et nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous nous excusons encore une fois pour le retard indépendant de notre volonté. On va commencer tout de suite avec le point des audiences que nous avons eu le mardi dernier. Nous vous prions de mettre des cœurs. Vous avez vu la dernière fois, vous avez bien mis les cœurs, il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de perturbation. Donc, mettez les cœurs pour que la vidéo soit sécurisée. Donc, le mardi dernier, nous avons reçu la visite de Dame Kosséré Joël sur un problème d'héritage en rapport avec la famille Dioulo. Quand on aura beaucoup plus de détails, on vous reviendra sur cette affaire. Mais c'est l'occasion de souligner l'importance, la nécessité de réaménager nos programmes scolaires pour introduire des cours sur le droit. C'est-à-dire qu'il y a des droits élémentaires que les citoyens devraient maîtriser, même s'ils n'ont pas fait d'études de droit. Par rapport à la naissance, comment est-ce qu'on déclare une naissance, dans quel délai, par rapport même à notre vie de tous les jours, le mariage, les divorces, les successions, tout ce qui concerne les contrats de bail, les droits du consommateur, l'acquisition des terrains, que ce soit les terrains urbains ou les terrains ruraux, les conditions même pour construire une maison, le code du travail. Il y a un minimum que les citoyens devraient savoir pour mieux gérer leur vie, pour aussi ne pas commettre des erreurs qui leur sont préjudiciables eux-mêmes. Donc, pour l'année 2024, nous allons voir dans quelle mesure nous allons produire des capsules sur ces questions-là afin de vous informer davantage et de vous faciliter beaucoup de choses. Voilà. Donc, on reviendra donc sur ce cas-là une autre fois, comme on l'a dit. On a reçu aussi les employés licenciés par la société Katoen Nati SA. Voilà. C'est une société qui est dans le négoce. Ils ont licencié 141 personnes sans véritablement bien les dédommager. Donc ça aussi, on va revenir dessus, mais on vous informe. Et quand on a licencié ces 141 personnes pour cause de comment ils appellent ça dans leur jargon là, motif économique, c'est-à-dire que la société est en difficulté, donc faut dégraisser le personnel. Malheureusement, dans notre pays ici, quand on dit ça là, après même on recrute beaucoup plus qu'on en a renvoyé. C'est ça le problème. Donc ça fait comme si c'était en réalité un règlement de compte qui ne dit pas son nom, hein, et ça c'est pas bien. Quand par exemple un syndicat devient trop fort, par exemple dans cette entreprise là, il y avait des journaliers qui travaillaient depuis 10 ans sans contrat. Le syndicat a réussi à faire en sorte que on puisse embaucher certains. Donc, quand un syndicat devient trop fort, parfois les patrons passent par ces astuces-là pour casser le syndicat, et c'est ce qui s'est passé dans cette société-là. Et il y a beaucoup de décisions qui ont été prises pour ces licenciés-là sans aucune négociation. Donc, on va vous revenir dessus une autre fois. Voilà. Comme on est en train de parler de travail, on va enchaîner avec les contractuels du CHU de Yopougon. La dernière fois, on vous avait déjà dit que ça faisait 11 mois qu'ils n'avaient pas de salaire. Nous sommes dans le 11e mois de l'année et ça fait 11 mois que des gens n'ont pas eu de salaire. Vous imaginez pour des chefs de famille, quelle humiliation c'est que de ne pas avoir de revenus. Donc, ils ont évidemment des problèmes de loyer, des problèmes de scolarisation de leurs enfants, des problèmes pour s'alimenter, des problèmes pour se soigner. Vraiment, c'est dommage. Donc, à la fin de ce mois de novembre, ils seront à 12 mois d'arriérés de salaire et les 12 mois-là se décomposent comme suit. Il y a 2 mois du mois de l'année 2021 qu'on leur doit, 3 mois de l'année 2022 qu'on leur doit, et 7 mois de l'année 2023. Donc, on veut vraiment interpeller le ministre en charge de la Santé. Ce problème des contractuels, a trouvé une solution définitive parce que ceux de Port-Bouet avaient les mêmes problèmes. On en a parlé, ça s'est réglé, mais pour Yopougon, ça continue.
Voilà, donc vraiment, dans la même veine, les travailleurs de la Poste sont aussi toujours dans la tourmente. Eux aussi ont plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils avaient décrété une grève. Apparemment, elle s'est pas très bien passée, mais nous voulons interpeller le ministre en charge de la transition numérique de faire un effort pour que le problème des travailleurs de la Poste soit définitivement réglé. Voilà. Donc, il y a quoi à tous ceux qui travaillent et qui ne sont pas payés. Il y a quoi à ceux qui travaillent dans des situations vraiment difficiles. Souvent, les conditions de travail ne correspondent pas véritablement à ce qui devait être. Et on veut sensibiliser les employeurs à faire en sorte que le travail soit réellement décent. Voilà. On va maintenant parler des attestations d'identité. On s'était plaint de toute la fraude qu'il y avait autour des attestations d'identité. Il y avait des surfacturations même au niveau du coût selon les zones. Mais aujourd'hui, ça a été supprimé sans que du côté de l'ONESI, certaines dispositions aient été prises pour que les gens puissent avoir leur CNI rapidement. Voilà. Il y a des personnes qui témoignent qu'elles ont eu leur CNI en 10 jours ou 2 semaines, mais par contre, il y en a qui attendent une année et plus pour disposer de leur CNI. Il y a donc un problème parce que quand on supprime les attestations d'identité qui permettaient de régler le problème en attendant, ça fait qu'il y a des citoyens qui sont vraiment dans des difficultés. Ils peuvent pas mener certaines transactions correctement. On n'accepte pas les récépissés de la CNI à la banque, on n'accepte pas les récépissés de la CNI dans les concours, du coup, ça les pénalise. Donc, si l'ONESI ne peut pas faire en sorte que les cartes d'identité soient délivrées rapidement, il serait bien que l'attestation revienne en attendant que cela soit possible. Donc, on voudrait vraiment plaider auprès des autorités parce que c'est vraiment difficile pour les usagers. Voilà. Donc, on continue avec la cherté de la vie. La crise du sucre, ça continue. C'est vrai que actuellement, compte tenu de la constance des pluies, il y a beaucoup de produits vivriers sur le marché, mais les produits sont chers. Les produits sont chers à cause du transport. Voilà, parce que c'est de l'intérieur du pays que toutes ces denrées-là arrivent. Et voilà, le coût du transport, y compris les raquettes, voilà, font que quand même les coûts sont toujours élevés. Donc, les Ivoiriens continuent de se plaindre de la cherté de la vie. Et le jeudi 23 novembre, on nous a annoncé qu'il y avait un gisement dénommé Baleine qui serait le plus important du bassin sédimentaire ivoirien. Il paraît qu'il est entré en production, voilà. Mais est-ce que ça sera dans l'intérêt des populations? Ça, c'est une autre question. Nous, on se plaint de la cherté de la vie. On aurait souhaité que vraiment des mesures vigoureuses soient prises dans tous les secteurs d'activité pour faire baisser quand même le coût de tout. Parce que la vie en Côte d'Ivoire est vraiment très chère et tous les ménages se plaignent. On vous avait promis un focus où on allait aller dans les ménages pour interroger les gens. On va le faire. Vous-même, vous verrez la réalité. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc, on veut interpeller les pouvoirs publics pour leur demander de faire un effort pour soulager les populations. Voilà. Les forces de l'ordre qui surveillent les matchs d'entraînement des éléphants, là, ils disent que ces derniers temps, on ne leur donne pas de per diem. Donc, ils viennent sécuriser ces matchs-là sans rien avoir, alors que le comité de la CAN donne quelque chose pour eux. On vous avait déjà dit que même pour la Ligue féminine, là, l'argent qu'on devait donner aux forces de l'ordre qui sécurisent l'événement n'a pas été payé correctement et ça continue. C'est des choses dont on se plaint auprès des responsables de la police et de la gendarmerie. Malheureusement, ça continue, ce qui tend à faire croire qu'ils sont tous complices de ce que subissent les éléments sur le terrain, malheureusement. Voilà, nous, on ne peut que parler, on ne peut rien faire d'autre. Donc, voilà, c'était pour la cherté de la vie. On a parlé des forces de l'ordre. Maintenant, à Donkwa, c'est un village qui est à 12 km de Azaguié.
Hein, l'équipe de ACI a mené une activité là-bas ce week-end et il nous a donc été donné de constater les problèmes que ce village-là subit. C'est une zone de production d'EVA, de palmiers à huile, de cacao, mais la zone est enclavée, il n'y a pas d'électricité, l'eau courante non plus, et l'école primaire est vraiment dans un état qui n'est pas efficient parce qu'il y a seulement 3 classes. Il y a seulement 3 classes pour les 6 niveaux et il y a seulement 3 enseignants également. Donc, on est obligé de prendre les CP ensemble, les CE ensemble et les CM ensemble. Donc, on veut interpeller le conseil régional de la Niébi-Tiassa pour leur dire que là-bas, il y a vraiment des besoins à l'école. Par rapport à la CAN, vous avez vu, tout le monde se plaint du fait que les maillots soient trop chers. On ne peut que se plaindre, mais c'est à chacun de prendre sa décision parce que 50 000 francs, pendant qu'on est en train de parler de cherté de la vie, c'est vraiment très élevé. C'est au moins 2 sacs de riz, 3 sacs pour certains, ça dépend du coût du sac de riz. Mais vraiment, nous pensons que le comité de la CAN devrait faire un effort pour que les maillots soient à la portée de tous les Ivoiriens. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'acheter un maillot à 50 000, passer à autre chose. Voilà. Ce dont on voudrait se plaindre aussi par rapport à la CAN, c'est la destruction de certaines installations à Yamoussoukro. Voilà. On veut que la Côte d'Ivoire ait un beau visage quand les autres vont arriver ici pour la CAN, mais en même temps, il faut pas précariser les conditions de vie des gens. Voilà. On a dit que la semaine passée, à Yamoussoukro, il y a eu des destructions de maquis, de maquis, de magasins, voilà, pour rendre le paysage plus beau, mais vraiment, il aurait fallu quand même informer ces populations-là, s'entendre avec elles, pour voir comment on les recase, parce que ça accroît la paupérisation des populations et c'est vraiment dommage. Voilà, j'ai vu dans la presse même qu'à partir du début décembre, il y aura une opération de libération des emprises au bord des routes là. Vraiment, on espère que ça va se faire en tenant compte quand même des revenus de ceux qui exercent dans ces rues là. Voilà. On demande pardon au chef de l'État et à son gouvernement. Essayez d'être un peu humain. Voilà. Donc, en Tunisie, on vous avait déjà parlé du problème de Tunisie. On vous avait dit que il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est par rapport, parce que tout le monde n'est pas migrant là-bas. C'est par rapport à ceux qui vivent là-bas. Il y a des gens qui sont partis là-bas pour étudier, d'autres pour travailler. Mais il paraît que pour avoir la carte de séjour, c'est vraiment difficile. Et on avait demandé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie d'appuyer les Ivoiriens pour faciliter l'obtention de cette pièce-là. Parce que quand on n'a pas de carte de séjour et qu'en plus on est noir, là-bas, c'est vraiment difficile. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est par rapport à ceux qu'on déverse dans le désert. On vous avait déjà dit il y a quelques mois, au niveau de Sfax, il y avait eu un incident qui avait fait que on avait envoyé plusieurs Noirs dans le désert, en Libye ou en Algérie, ça dépend, enfin, du côté de la Libye ou de l'Algérie. Et il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts. La semaine passée, il y a encore eu un incident à Sfax. Et il paraît qu'il y a même 30 cargos de Noirs qui ont été déversés dans le désert. C'est une situation désastreuse et on voudrait vraiment que le gouvernement se penche sur cette question parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ivoiriennes qui détiennent la pièce ivoirienne. On ne sait pas comment ils font. Et puis, ils ont des passeports ivoiriens. Entre eux, là-bas, là, quand ils se voient, vous-même, vous savez que c'est les Blancs qui pensent que noir, c'est noir. Mais entre nous, noirs, là, on se connaît. Quand quelqu'un parle, là, on dit ça, c'est un Sénégalais, ça, c'est un Guinéen, ça, c'est un Malien. On se connaît entre nous. Il se trouve qu'il y a beaucoup trop d'étrangers qui ont le passeport ivoirien. Donc, ça salit notre réputation parce que tout ce qu'ils font là, quand ça se sait, on dit c'est les Ivoiriens. Du coup, ça fait que c'est pas bon pour notre réputation, c'est pas bon pour notre image, mais c'est surtout pas bon pour la vie de nos compatriotes qui sont là-bas. Donc vraiment,
la direction du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de la diaspora a fait quelque chose. Il y a aussi des Ivoiriens qui sont abandonnés au Niger. Ils ont été expulsés d'Algérie depuis l'année passée, depuis 2022. Il y a des vagues qui arrivent. Les autres pays viennent prendre leurs ressortissants. Les Ivoiriens sont laissés pour compte. On a pris leurs pièces. On dit on vient authentifier. L'authentification là, ça finit pas. Et au lieu de faire authentifier par le consul au Niger, ça vient en Côte d'Ivoire pour être authentifié et depuis les gens n'ont pas de retour et c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc vraiment, on souhaite que quelque chose soit fait pour aider ces frères-là qui vraiment peinent. Il y en a qui veulent rentrer, mais parce qu'on n'a pas authentifié leurs documents, ils peuvent pas. Voilà. Il y a beaucoup de crimes crapuleux qui se sont passés ces dernières semaines. On en a parlé depuis déjà 3 mardis. On vous prie de mettre les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour garantir, pour sécuriser le direct. Donc, il y a beaucoup de crimes crapuleux qui sont commis ces derniers temps. On vous en a parlé. Et là, il y a un double meurtre qui s'est commis à Yopougon, Niangon, Lokwa, où une dame, un lieutenant de douane, a été assassiné avec sa sœur par son beau-fils, âgé seulement de 17 ans. Il paraît qu'il souffrirait de troubles mentaux, mais en même temps, il paraît que c'est aussi un élève en première au lycée Leboutou de Dabou. Toujours est-il que c'est un mineur, il a 17 ans. Comment est-ce qu'il en est arrivé à pouvoir assassiner? Ça montre un peu aussi combien notre jeunesse est exposée. Certainement que c'est quelqu'un qui se drogue parce que quelqu'un qui est normal peut pas faire des choses comme ça. Donc vraiment, on voudrait interpeller les membres même de toutes les familles où si c'est vrai qu'il il a des troubles mentaux, il faudrait que d'une façon générale, dans les familles où il y a des personnes qui ne sont pas normales, on puisse au moins les envoyer à l'asile, les traiter, parce que là, il a pris des vies, c'est des vies qu'on ne peut plus ressusciter, donc c'est une perte. Il y a quoi à toutes les familles là, mais il y a des choses à faire pour encadrer tous ces jeunes-là qui s'adonnent aussi à la drogue, qui sont dans la délinquance. Voilà, donc vraiment, il faut que le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant fasse quelque chose. C'est très important. Il y a quoi aux familles éplorées. Ça nous permet d'insister sur le cas de la dame où là-bas aussi il y a eu un double meurtre. On en avait parlé le mardi dernier à Mans, à Batongouin, où l'institutrice enceinte a été assassinée avec son fils de 7 ans par un de ses collègues. Aujourd'hui, on revient dessus pour insister sur les dispositions à prendre. D'abord, normalement, même au niveau du ministère de l'Éducation, on devait sanctionner quelqu'un parce que tout le monde reconnaît que c'est un récidiviste. Quelqu'un que vous avez déjà identifié comme étant violent, vous l'affectez loin d'Abidjan dans un village où il s'en va encore sévir plutôt. Donc, le ministère a sa part de responsabilité dans ça. Quelqu'un qu'on a déjà identifié pour avoir été violent, là, pourquoi on l'affecte? On aurait évité ça si on avait pris d'autres mesures. Ensuite, le ministère de la fonction publique devrait aussi veiller à ce que les regroupements familiaux soient effectifs. Normalement, selon la loi, les conjoints qui sont mariés devraient être dans la même ville. Cette institutrice-là, elle était à Mans et son mari était à Bongouanou. Alors que selon la loi, on ne doit pas excéder une distance de 80 km entre des conjoints. Si on avait affecté à Bongouanou ou qu'on avait affecté son mari à Mans, on aurait pu aussi éviter cette situation. Elle était trop seule avec son fils et ça a facilité le crime de celui qui est venu les agresser. Donc, on veut insister sur le fait qu'il est nécessaire de veiller à ce que les regroupements familiaux là soient effectifs. Parce qu'il y en a qui font la demande, mais on ne les écoute pas. Moi, je connais une dame qui travaillait ici, son mari aussi à Abidjan, on l'a affecté jusqu'à Soubré. Vous voyez, c'est le même cas. Et quand c'est comme ça, les femmes seules qui habitent dans des... Parce que chacun aussi prend la maison selon ses moyens. Voilà, d'après ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, cette institutrice-là était très, très mal logée. Ça nous permet aussi
d'insister sur la troisième solution qui serait les conditions de sécurité des fonctionnaires dans les petites localités, particulièrement les femmes seules. Particulièrement les femmes seules. Parce que nous tous, on sait que la plupart des fonctionnaires qui sont nouvellement affectés là, c'est eux souvent même qu'on balance dans des régions reculées. Et là, à Tomono, voilà, c'est un village de la sous-préfecture de Mankono, où il y a un collège de proximité. L'économe de ce collège-là a eu sa petite sœur qui a été récemment aussi violée. Tout ça parce que les gens habitent sans qu'il n'y ait de conditions de sécurité. Il faut déployer la police, la gendarmerie dans des localités, créer des postes aussi de proximité. Parce que si c'est seulement à la sous-préfecture qu'il y a la police ou la gendarmerie, qu'il n'y a pas de poste dans certains villages, ça facilite aussi le travail des criminels. Donc vraiment, il faut que la fonction publique essaie de réfléchir à cette question-là, les regroupements familiaux et puis la sécurité des fonctionnaires à l'intérieur du pays. Voilà, particulièrement les jeunes fonctionnaires. OK. On va poursuivre en signalant un fait très grave et qui est aussi subtil. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens d'épouser la religion qu'ils veulent. C'est vraiment libre. Voilà, il y a la liberté de culte, mais il y a des formes de criminels qui développent leurs activités autour, on va dire, du travail des hommes de Dieu. Ils viennent, ils se déclarent comme étant des serviteurs de Dieu, ils créent des cellules, après ça devient pratiquement des sectes et ils font beaucoup de mal. Moi, j'ai été étonnée de voir que à Yopougon, pratiquement à chaque carrefour, il y a une église. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de créer leurs églises, mais vraiment, il y a des forfaits. Et là, on veut vous signaler le cas d'un monsieur, c'est un étranger, je ne vais pas dévoiler sa nationalité, c'est un étranger. Il a commencé une cellule de prière à Toban. Aujourd'hui, il exerce aux 2 plateaux. Et dans sa cellule, on dit aux gens que on ne doit plus parler de Jésus, on doit parler de Yeshua à Mashiach. Bon. Et on doit retourner à la pratique juive. C'est eux qui savent où ils prennent toute leur doctrine là. Mais en tout cas, ils endoctrinent les gens, ils les mettent sous leur emprise et ils commettent des forfaits. Parce que parmi les fidèles qui viennent, d'abord, on ne sait pas quel pouvoir ils ont. Ils sortent avec presque toutes les femmes de la communauté. Et puis, celles qui ont les moyens là, ils les mettent réellement sous leur emprise. Et il y en a même qui sont emmenés sous l'injonction de cet homme de Dieu-là à divorcer, à rompre avec la famille. C'est-à-dire on les isole pour mieux les exploiter. Et c'est quelqu'un qui ne travaille pas, il vit de cette activité, les dîmes, les femmes qui l'exploitent. Et il y a des familles qui sont ainsi prises en otage, des mères de famille qui divorcent, qui abandonnent leurs enfants, qui abandonnent leur famille pour s'adonner exclusivement à cet homme de Dieu. On va prendre le temps d'avoir toutes les informations. On a d'autres informations qu'on ne vous livre pas aujourd'hui, mais ce qu'on voulait faire, c'est interpeller le procureur de la République parce qu'il peut s'auto-saisir de ce genre de situation-là et demander à la justice ivoirienne de permettre que des amis ou des parents puissent avoir la possibilité de porter plainte pour quelqu'un qui n'est pas totalement, on va dire, libre. Voilà, parce que quelqu'un qui est sous emprise, on va dire qu'on maltraite la personne, mais quand le parent ou l'ami va aller à la justice, on va demander que la victime elle-même vienne porter plainte. Alors que la victime elle-même là, elle est sous emprise. Il y a des personnes qui peuvent paraître normales, mais qui en réalité ont des troubles psychologiques que d'autres personnes exploitent pour faire certaines choses. Donc, c'est un problème qu'on porte à la connaissance du public pour que ceux qui sont dans l'appareil judiciaire essaient de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, on interpelle particulièrement le procureur parce qu'il y a des familles qui sont détruites. Et ce monsieur-là, on dit, il se fait appeler Daddy. Voilà, il habite Cocody en Gré. Il a vraiment pris des familles en otage et il y a vraiment des familles qui en souffrent.
On va chercher à rencontrer ces familles-là et puis voir comment on peut régler ce problème. Mais c'est vraiment sérieux et c'est pas lui seul qui opère comme ça. Voilà. Donc vraiment, c'est des situations très, très, très dangereuses. Il faut qu'on y pense. Voilà. Avant de terminer, parce qu'on a commencé en retard, on va pas être long. On va revenir sur un point qu'on va pas creuser maintenant, on va faire un focus dessus, mais revenir sur l'interdiction de manifestation. Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est important de connaître la Constitution, c'est important de connaître le Code pénal, c'est important de connaître le Code de procédure pénale. Parce que il y a trop d'abus. Des abus qui sont faits par les pouvoirs publics eux-mêmes. Quelqu'un qui demande une autorisation pour un rassemblement, on lui accorde le rassemblement. Et puis après, à quelques jours de la tenue de l'événement, on dit qu'on ne peut plus le faire pour des raisons de sécurité. Soit. Le problème, c'est que parallèlement, quand il s'agit de rassemblements pour faire les éloges du président ou de rassemblements pour faire les éloges des responsables de son parti, il n'y a pas de problème. Parallèlement, il y a des spectacles qui se tiennent, même de nuit, avec des milliers de personnes. Il n'y a pas de problème. Parallèlement, il y a des matchs qui sont joués. Il y a même une compétition qui vient de finir. Vous-même, vous savez combien de personnes vont dans les stades. Il n'y a pas de problème. Donc, si les forces de l'ordre et la police et la gendarmerie ne sont pas capables d'assurer la sécurité pour un seul rassemblement, là, on n'a qu'à annuler la CAN en même temps. Parce que pendant la CAN, là, ça sera plusieurs rassemblements éclatés. Soyons sérieux. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les citoyens doivent savoir que normalement, selon notre loi là, c'est une obligation pour les forces de l'ordre d'encadrer une manifestation. C'est pas une autorisation même qu'on doit demander. C'est une information qu'on doit donner aux autorités. L'article 20 de notre Constitution dit qu'on a la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Donc, à partir du moment où c'est une manifestation pacifique, c'est pas une histoire d'autorisation. C'est une histoire d'informer l'autorité. À la limite, ce que l'autorité peut faire, si elle est vraiment responsable, elle vous appelle, elle demande tous les détails. C'est pour pouvoir prendre toutes les dispositions en fait. Si c'est une marche, elle va vous dire, il faut donner l'itinéraire, il faut préciser comment ça va se passer, vous donnez tout et puis eux, ils prennent leurs dispositions. Si c'est un rassemblement aussi, c'est la même chose. C'est une affaire de déclarer cela, c'est pas une affaire d'autorisation. Et c'est pour cela on vous disait que il y a des lois qui sont anticonstitutionnelles. Comme on a dit là, on va en parler tout à l'heure, mais ce qu'on veut dire déjà, c'est que vous devez savoir que notre pays là, si on était une association, c'est la Constitution là, c'est ça qui est nos statuts et règlements intérieurs. De la Constitution qu'on appelle la loi fondamentale, là, découlent les lois. Des lois découlent des décrets découlent des arrêtés, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où la base, c'est la Constitution, et que la Constitution nous demande de déclarer nos choses et nous donne le droit, une autre loi ne doit pas venir nous interdire ce que la Constitution nous autorise. Or, chez nous ici, là, c'est le problème qu'on a. La Constitution dit liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Et puis le code pénal vient, lui il dit non, non, on peut interdire une manifestation. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure, mais vraiment, c'est important que on soit informé sur nos lois, sur nos droits, sur nos devoirs, ainsi de suite. On va faire un focus spécialement sur ce point-là pour que vous compreniez mieux. Voilà. Donc, avant de terminer, on va vous redonner les informations qu'on vous donne habituellement. Nous sommes en phase d'implantation à ACI depuis notre convention tenue le 19 août dernier.
Et donc, nous voulons encourager toutes nos bases à s'organiser pour qu'on puisse faire les différentes investitures. Et là où on n'a pas encore de représentants, ceux qui veulent adhérer à ACI, vous contactez Monsieur Zakwa au 07 48 2 x 59 67. Il va vous inscrire dans le groupe WhatsApp de votre lieu de résidence et c'est là-bas que vous allez travailler avec les camarades à préparer tout ce qu'il faut pour que votre base soit dynamique. Nous voulons remercier tous ceux qui nous font confiance et qui sont déjà membres d'une cinquantaine de groupes que nous avons déjà. Et au fur et à mesure, nous vous informerons sur l'évolution de notre implantation. On voudrait vous dire aussi que le 3 décembre prochain, le dimanche 3 décembre, on aura notre émission qu'on fait tous les premiers dimanches du mois sur Mind Radio. C'est une radio en ligne qui est basée aux États-Unis où tous les premiers dimanches, nous faisons le résumé de l'actualité du mois précédent et souvent on traite d'un thème. Le dimanche prochain, on va traiter le thème des conditions pour des élections apaisées en 2025 parce que c'est maintenant que 2025 doit se préparer. Voilà, même si c'est vrai que les élections de 2023 sont pas achevées, mais il faut qu'on commence déjà à travailler à ça. Et on va dégager les responsabilités de ceux qui doivent veiller à ce que ces élections soient dans des conditions apaisées. Donc, on va faire ce numéro-là avec, on était avec Monsieur Sémian la semaine passée, on avait parlé du processus démocratique et de l'impunité. Aujourd'hui, on va parler des conditions pour des élections apaisées. C'est à partir de 19h30 GMT. On fait 1h30, donc on va finir à 21h. Donc, vous êtes invités. J'aimerais préciser aussi que le dimanche prochain, c'est mon anniversaire. Parce que le mardi passé, je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde avait commencé à me souhaiter joyeux anniversaire sur la toile, alors que c'était pas le moment. Donc là, je vous informe officiellement que c'est dimanche prochain. Donc, j'attends vos vœux, j'attends surtout vos prières et surtout des prières pour notre pays. Voilà. Donc, excellente semaine à tout le monde. C'était Pulchérie Balé depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes à mardi prochain. Voilà.